Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien pour la presse, en ligne et en direct sur EBS. Nous sommes aujourd'hui le lundi 1er février. Hier, dans l'après-midi, la présidente de la Commission, Mme von der Leyen, s'est réunie par visioconférence avec les PDG des compagnies pharmaceutiques avec lesquelles la Commission a négocié les contrats d'achat anticipés dans le cadre de notre stratégie de vaccins. Le sujet de cette réunion était la préparation du travail de l'Union européenne et de la Commission européenne en particulier sur la défense biologique. Comme la présidente l'a annoncé dans son discours sur l'état de l'Union, dans son discours à Davos, la Commission veut mettre en place une autorité pour la réaction aux urgences sanitaires qui sera en charge d'améliorer la réponse européenne. L'industrie privée jouera un rôle primordial dans cette mission, mais aussi, bien entendu, les institutions publiques et les institutions européennes. Les participants ont aussi discuté des propositions pratiques pour améliorer le développement, la fabrication et l'approbation de vaccins contre la Covid-19 et ses variants. La présidente était accompagnée des commissaires Thierry Breton et Stella Kyriakides, de son conseiller spécial Peter Piot, et la réunion a aussi bénéficié de l'expérience de M. Moncef Slaoui, qui a dirigé l'opération Warp Speed aux États-Unis, ainsi que de notre directrice exécutive de l'Agence européenne du médicament, Mme Emer Cook, qui a aussi donné la vision de l'agence sur les sujets prioritaires dans le domaine de la biodéfense. Je voudrais maintenant passer la parole à Stéphane qui a une annonce sur le sommet pour la vaccination de cet après-midi. Hello, good afternoon, everyone. Today, Commissioners Kyriakides and Breton are participating via a video link in a meeting on COVID-19 vaccines and vaccination organized by Chancellor of Germany, Mrs. Angela Merkel. They will discuss fair and equitable access to COVID-19 vaccines around the world, the EU support to vaccine manufacturers, and the importance of delivering on the advance purchase agreements. Thank you. Thank you very much, Stéphane. And now I pass the floor to Vivian for an announcement on research. Good afternoon. The European Commission has approved an investment of more than 61 million euros from the European Regional Development Fund to modernize and expand the Ruđer Bošković Institute in Croatia. This project will increase the scientific research capacity of the institute and will support the training of a new generation of scientists, motivating them to contribute to Croatia's economic development and innovation. It will also create better links with business and industry, ensuring that the Institute provides solutions to many of the societal problems such as environment, climate change, aging, health, and so on. And to do that in line with the EU research and innovation programs. As usual, you will find more information on that at our open data platform, as well as in the daily news published today. Thank you very much, Vivian. This concludes our introductory announcements, and I now move to your questions. First on the list today is Nima. Nima, you have the floor. Salut, ma question c'est par rapport, c'est avec Peter en priorité ou pas parce que Alors Nima, nous avons un petit problème de connexion. On va voir si tu réussis à te reconnecter. Aïe. Peut-être ne branche pas la caméra et voilà, nous t'entendons, vas-y. Si vous m'entendez, c'est juste je disais que ma question c'est par rapport à Peter, toujours sur accord nucléaire. Bon, en tout cas, c'est Emmanuel Macron, il a dit samedi que pour les nouvelles négociations sur le nucléaire, il faut aussi que en participant, Zarif, il a répondu, il a réagi à cette question, il a dit non, il n'y aura plus de négociations. Et je veux juste savoir, c'est quoi la position
Monsieur Borrell et puis Peter, qu'est-ce qu'il a... D'accord, merci. Nous semblons avoir quelques problèmes avec le son. Je vois qu'il y a plein de commentaires qui disent que vous n'entendez pas. On va attendre une seconde pour voir si nous réussissons à régler ce problème technique. Let me do a test to see if you can hear us now. Yes, says David. Yeah, it seems to be solved, so I pass the floor to Peter on your question, Nima. Merci Nima. Ce n'est pas notre habitude de commenter les remarques des représentants des pays qui sont participants à l'agrément nucléaire. Le rôle de l'Union européenne, le rôle des hauts représentants, Josep Borrell, c'est coordinateur. Et comme ça, Josep Borrell travaille toujours très intensivement sur le fait qu'on s'assure que le traité nucléaire est respecté et que tous les participants font tous les efforts possibles pour mettre... Attends, sorry, les interprètes n'entendent rien visiblement. Ok, donc si ça marche dans l'interaction, alors on continue et on essaiera de régler le problème technique pour que nos interprètes puissent faire l'interprétation. Donc on va vous demander de suivre soit en français, soit en anglais, en fonction de la question et la réponse, de la langue de la question et de la réponse. Peter, sorry. Okay, so maybe I do very short summary in both languages. And Go ahead. Yeah. Okay, so first of all, we are not commenting on the remarks of the representatives of countries which are participating in the JCPOA. The role of the EU, of the High Representative Josep Borrell, is to ensure that the agreement works and that it delivers fully. And that's something what he is focused on right now. Donc, pour summariser, c'est le rôle des hauts représentants comme coordinateur des traités nucléaires, des agréments nucléaires, c'est pas commenter les remarques individuelles des participants de JCPOA, mais il fait tous les efforts pour s'assurer que l'agrément nucléaire délivre le résultat qui est respecté par tous les participants, que tous les commitments, toutes les obligations sont respectées par les pays participants. Merci Peter. Nous allons continuer donc sur le chapitre relations extérieures. Je vais vous demander de ne garder votre main levée pour le moment que si c'est une question affaires extérieures. Nous reviendrons vers les autres sujets par la suite. So please only keep your hand raised if your question is on external relations. Je vois que Jean Quatremer a une question sur les affaires étrangères, donc. Tu m'entends? Je t'entends très bien. Question Parfait. Sur les affaires étrangères. Oui, qui concerne l'exportation des vaccins. Non, désolé Jean, ça sera pour plus tard. C'est pas une question relations extérieures, c'est une question. Enfin, on traite de toutes ces questions dans le chapitre santé, Covid, etc. On fait les questions qui ont trait au portefeuille de Peter d'abord, et on reviendra vers toi, bien entendu, immédiatement après. Other questions for Peter on external relations today. Mose, you have a question. Yes, thank you, Eric. I missed the first question, but I heard the word ECPO. That means the nuclear deal with Iran. So my question is about that. As you know, the American new administration has announced that they will try to renew, let's say, the nuclear deal with Iran, and so it will become one of its priorities in the beginning. I think it was said by the new Foreign Minister, Antony Blinken.
So my question is whether the External Action Service has already started any kind of dialogue with the United States about a common approach, or what options, let's say, are the Commission considering in order to solve this problem? Thank you. Peter. Thank you, Mose. I would maybe refer to my answers last week on this issue because there's not much more I can say. The only new element is that High Representative Borrell spoke to Antony Blinken, and one of the issues was, of course, Iran and the nuclear deal. The EU is committed and is trying to find ways for the US to rejoin the nuclear deal and for Iran to return to the full compliance. And of course, we are working on it. I mean, there is full support from the EU, which, if you recall the statement from 11th of January of the EU on this issue, that the EU is supporting all the efforts, all the diplomatic efforts to find a way for the US to rejoin. The ministers of the JCPOA during their high-level meeting on 21st of December also underlined the need to find a way in a joint effort. So the efforts are ongoing, and the phone call between the High Representative Borrell and Secretary of State Blinken were first practical step in establishing contact, raising the issue, and now the issue will be dealt with at appropriate levels. Thank you. Thank you. We continue on external affairs, and I stress external affairs, meaning portfolios covered by our external affairs team. So, Peter and Nabila. I know that there are other questions, of course, later on health, but let's finish this chapter first. Naomi, is your question on external affairs? Does the triggering of Article 16 fall under foreign affairs? No, that's, well, it's not part of Peter's portfolio, so we'll come back to you. We will come to it, of course. Let's just finish what is, strictly speaking, Peter Stano's portfolio and Nabila's portfolio, and then we will come to that. But I have noted down your name. Momchil. Hi, good afternoon. My question is related to the latest developments in Russia. First, is there a possibility to any change in the plans of Mr. Borrell regarding his visit to Moscow? Second, is there a possibility, as we know, the Russian prosecutor has demanded the suspended sentence of Mr. Navalny to be transformed into an effective sentence. So, is the European Union ready to give juridical help to Mr. Navalny? Thank you, Momchil. On the first part of your question, no, the plans to visit Moscow still stand as we announced on last Monday and then specified more in detail last Friday. The continued widespread detention and use of force against people who are basically trying to express their political opinions is unacceptable. It has been widely condemned by the EU and its member states and institutions, and this is one of the issues that needs to be raised with the Russian counterparts, and this is one of the issues High Representative Borrell wants to raise with his Russian counterparts. On the juridical assistance, I'm not sure really this is something for the EU. I understand that this is more something for the bilateral contacts between the Russian Federation and individual member states of the EU. Follow-up, Momchil. Will Mr. Borrell insist to meet Mr. Navalny during his visit? Is it possible such a meeting to take place? Well, in preparation for the visits, you don't insist. You try to agree with your counterpart on the program of the visit. And of course, meeting with the representatives of civil society is one of the cornerstones of almost all visits by the High Representative whenever it is possible. And when it comes to the details of individual encounters, we will issue a more specific information when we get closer to the date of the visit, which starts on Thursday. And when it comes to Mr. Navalny, of course, we are in touch with his team to see what would be the possibilities for such a meeting to take place. At this stage, I cannot confirm anything. We continue on external affairs. Christian.
Oui, bonjour. Je resterai sur la Russie. En fait, je voudrais savoir si vous avez le sentiment hier, dans la déclaration de M. Borrell, qu'il représentait l'unanimité des États membres. Quand j'ai regardé les prises de position de différents États membres, j'ai vu que beaucoup de pays d'Europe de l'Est et du Nord condamnaient la répression des manifestations, alors que M. Borrell a choisi un terme beaucoup plus faible qui est déplore, avec le soutien de la France d'une façon assez affirmée. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en choisissant les mots, et c'est important en diplomatie, vous avez fait un geste en faveur d'un certain type d'États membres et contre un certain nombre d'autres États membres? Donc ça, c'est ma première question, parce que les autres, vous avez répondu. Merci. Merci, Christian. Ce n'est pas pour moi faire l'interprétation sur le choix des mots, sur l'expression des pays membres, des individuels pays membres. Le haut représentant a dit qu'il a dit, c'est publié dans le tweet, c'est, je pense, très consistant avec le message des derniers Conseil des Affaires étrangères, quand on a discuté aussi l'événement en Russie. Il y a une unité de l'Union européenne que les choses que nous voyons et observons maintenant en Russie ne sont pas acceptables. L'exemple du traitement de M. Navalny, ce n'est pas acceptable parce que c'est une chose qui ne peut pas accepter par l'Union européenne à base de plusieurs principes. Par exemple, il y a toujours la situation quand nous n'avons pas les réponses sur les questions sur l'assassinat, ou sur l'essai d'assassiner M. Navalny avec un élément chimique. Donc, nous avons une discussion dans l'Union européenne, la discussion continue. Le Conseil des Affaires étrangères était un exemple de cette discussion d'un haut niveau, mais la discussion entre les pays membres continue. Et je ne pense pas que c'est un signal. Si vous avez un tweet avec un choix de mots très durs ou très faibles, la chose qui est plus importante, c'est la position européenne, que ces développements ne sont pas acceptables. Le traitement de M. Navalny et les gens qui le soutiennent, ce n'est pas acceptable. Et c'est une raison aussi parce que le haut représentant voyage à Moscou pour discuter avec nos partenaires russes. Et il a un message très clair et très fort de l'Union européenne. Ce n'est pas le message privé de M. Borrell, c'est un message au nom des pays européens qui ont discuté ces sujets et qui discutent ces sujets régulièrement. Merci. Je passe la parole maintenant à Anas. Bonjour, je souhaite revenir sur l'Iran et je vais reformuler la première question qui a été posée. Est-ce que, en d'autres termes, l'Union européenne est favorable à une renégociation de l'accord nucléaire avec l'Iran? Est-ce que l'Union européenne est favorable à l'incorporation d'autres acteurs régionaux dans le cadre de ces négociations éventuelles? Merci. Merci, Anas. Je pourrais seulement répéter que l'Union européenne, c'est un coordinateur d'un traité qui existe. Et les décisions sur changement sur le traité ne sont pas pour l'Union européenne à faire, c'est une décision des participants de ce traité, de ce agrément. Et un forum approprié ou un niveau approprié pour toutes les discussions sur le futur et sur le contenu, sur le respect de JCPOA, c'est la commission conjointe de JCPOA où on peut discuter toutes les choses qui sont, où les participants pouvons trouver l'agrément ou l'unité, mais ce n'est pas pour l'Union européenne donner proposition sur les changements de cette deal, de ce traité, parce que notre rôle, c'est assurer la coordination des pays participants. Merci. Je passe la parole à Nicolas. Nicolas, nous te voyons.
Oui, bonjour. J'avais 2-3 petites questions, je vais aller très vite parce que je pense qu'il y a pas mal de monde. Sur la Russie, je voulais être sûr que les demandes des délégations de l'Union européenne, des États membres ou de la délégation de l'Union européenne à Moscou pour rencontrer les opposants. Donc je voulais savoir s'il y avait une démarche dans ce sens-là qui était faite avant la visite de Josep Borrell à Moscou. Sur la Birmanie, je voulais savoir, à part la condamnation du coup d'État, est-ce que vous envisagez de rétablir rapidement les sanctions qui frappent? On va prendre... Oui. Les sanctions qui frappent... Vous m'avez perdu? Non. Tu as perdu, mais tu étais sur les sanctions qui frappent. Est-ce que nous allons rétablir les sanctions qui frappent le régime birman? Qui frappe la Birmanie. Donc, il y avait des sanctions qui frappaient la Birmanie. Donc, je voulais savoir si elles allaient être établies. Et enfin, sur la délégation de l'Union européenne, je voulais savoir si le problème était en passe d'être réglé. Et pour éviter d'intervenir plus tard, je voulais juste rajouter un petit mot d'ordre général, peut-être à l'intention plus de l'aspect général des relations extérieures. Je pense que ça serait pas mal que Ursula von der Leyen. Malheureusement, ta connexion a coupé. On va te répondre sur les questions Russie-Birmanie. Et j'ai cru que c'était sur notre ambassadeur au Royaume-Uni. Enfin, peut-être que j'ai mal compris. Ok, parce que j'ai compris seulement la première question sur la Russie. Je ne peux pas confirmer ou élaborer plus en détail sur la nature de nos contacts avec l'équipe de M. Navalny. Donc, comme je dis, nous sommes en contact avec l'équipe de M. Navalny. Nous essayons, bien sûr, s'assurer que ce sera possible d'avoir une rencontre, mais il n'y a pas plus de détails que je peux partager maintenant. Sur la Birmanie? That's for Nabila. Yes. Absolutely, you're right. We go to Nabila for the question on Myanmar. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vas-y Nabila. Oui, bonjour Nicolas. Pour ta question sur la Birmanie, premièrement, je voudrais te rappeler que nous avons réagi de manière très vite à la situation en cours en Birmanie avec un tweet de la présidente von der Leyen, du président Michel et du haut représentant Borrell. C'est une violation qui est très claire de la constitution du pays et les tentations la tentative du coup qui a été faite, excuse-moi, la tentative des militaires de renverser et de ne pas accepter la volonté du peuple de Myanmar et leur attachement à la démocratie a été déploré et nous avons condamné ce coup-là. Pour ta question sur ce qui est des sanctions, nous n'allons pas à ce stade, je ne peux pas répondre à ce stade et nous ne pouvons pas spéculer sur la possibilité de prendre une décision sur des sanctions. C'est une décision, comme tu le sais, qui doit se prendre à l'unanimité au niveau du Conseil. Ceci étant dit, l'Union européenne est en train de voir toutes les options possibles qui sont en ce qui concerne les sanctions pour répondre de manière prompte à cette situation aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous restons sur le thème affaires extérieures encore 4 minutes avant de passer à d'autres sujets. Je voudrais voir si Noes Sander van Hoorn, c'est le nom que j'ai, is it on foreign relations? Sander. As soon as I turn red, it's Sander van Hoorn. But anyway, this is not about vaccines. It's about establishing a procedure. So 3 factual questions. Has at any moment the Office of the High Representative been consulted about the diplomatic consequences of the export mechanism?
Second question is it customary for mechanisms devised by DG Trade or Santé to be put forward to the High Representative for those consequences? And the third question is, if it's not customary to do that, should it be? Thank you. Sander, very, very quickly, the High Representative is also Vice President of the European Commission. And therefore, college decisions always, of course, take place in the context of a full college decision. So that answers all your questions. And we come back to the issue of foreign relations. Noureddine. Allô, oui. Vous m'entendez? Oui. Bonjour. Vas-y. Ah oui, bonjour. Ma question est sur le dossier nucléaire iranien et les questions relatives à la sécurité de la région. Oui, nous comprenons que ça a été dit plusieurs fois dans l'Union européenne que l'accord nucléaire est le cadre de discussion, de négociation du nucléaire iranien. Et que la décision concernant l'avenir, c'est aux États membres de l'accord et à la commission mixte. Mais il y a des questions régionales qui concernent la sécurité régionale. Dans quel cadre peut-être l'Union européenne pourrait voir possible la discussion sur les missiles balistiques iraniens qui posent des sérieux problèmes pour la sécurité de la région, ainsi qu'évidemment les crises et les agissements de l'Iran dans l'une ou l'autre crise de la région. Ces questions de missiles balistiques, les crises régionales, est-ce qu'il faut un cadre régional? Est-ce que c'est un cadre bilatéral? Comment l'Union européenne, quelle est l'approche de l'Union européenne de voir comment les États de la région peuvent discuter de ces problématiques très sérieuses? Et est-il possible de construire des sortes de passerelles entre cet accord nucléaire et peut-être un autre forum pour les autres questions régionales? Merci. Merci Noureddine, un sujet très fascinant, mais je serai très court. La priorité maintenant, c'est développer ou faire tous les efforts pour assurer un possible retour des États-Unis à l'accord nucléaire. C'est la première priorité. Après, la priorité est assurer le total respect pour le traité nucléaire de la partie de tous les participants. Et la troisième priorité, si nous pouvons réussir ça, on peut discuter et on peut utiliser ça comme une base pour avoir un dialogue plus ample, plus grand sur la sécurité et stabilité dans toutes les régions qui souffrent beaucoup d'instabilité. Donc, c'est un ordre de priorité. Comme je dis, la première priorité, c'est le retour des États-Unis à la traité et après le respect total de tous les participants pour les obligations de JCPOA. Merci beaucoup, Peter. Nous allons clore le chapitre Affaires extérieures pour aujourd'hui et passer à d'autres sujets. Je vous indique que je dois malheureusement terminer ce rendez-vous de midi aujourd'hui à 13h. Et donc, je passe la parole à Jean. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Nous t'entendons, Jean. J'ai coupé la caméra pour améliorer le flux. J'avais une question justement tu ne m'as pas laissé terminer, pour le porte-parole de Josep Borrell. Mais ben, c'est pas grave, il est parti s'asseoir, ce serait bien de le faire revenir. Je voulais lui demander si Josep Borrell avait été associé à la préparation du texte sur les exportations de vaccins, puisque ça pose un problème de relations extérieures, puisque non seulement ça posait un problème avec les Britanniques, qui, comme tu le sais, maintenant ne sont plus dans l'Union européenne, et donc c'est un problème de relations extérieures, et ça posait un problème aussi avec l'ensemble des pays africains, notamment, qui ont craint de ne plus pouvoir avoir accès aux vaccins si jamais on faisait main basse sur les stocks. Donc, je voudrais savoir si Josep Borrell a bien été associé en amont, je dis bien, et pas seulement par procédure écrite, à la préparation de ce texte. J'en profite pour faire une remarque après ce propos. Le système qui est mis en place, c'est sympa pendant les premiers mois, c'est-à-dire de visioconférence, mais ça veut dire que nous, on ne peut plus avoir de relation directe
avec les porte-paroles et poursuivre des questions. D'ailleurs, la preuve, tu as coupé mon micro d'autorité alors que j'aurais pu expliquer que j'avais une question à poser en relations extérieures au porte-parole de Josep Borrell. Ce qui pose un vrai problème de démocratie et de liberté de la presse. En France, je te le signale, on y a de nouveau des conférences de presse en présentiel avec un nombre limité de journalistes, avec des écarts qui sont respectés, et ce qui permet justement à la démocratie, à l'espace public de débat de vivre et de ne pas être dépendant du bon vouloir d'un porte-parole qui peut vous couper la parole à un moment ou à un autre comme il l'entend. Donc ça, c'était une remarque générale. Deuxième chose, alors là, en revanche, ça te concerne, et là, c'est vraiment affaire intérieure, donc je n'aurais pas posé la question tout à l'heure. Je voudrais que tu me fasses vraiment une ligne du temps, minute par minute, de l'adoption de ce texte. Qui a été associé à la préparation du texte? Qui précisément? Quelle personne a été associée à la préparation de ce texte? Quel cabinet a été associé à la préparation de ce texte? Quelle procédure a été employée pour adopter ce texte? Et pourquoi personne n'a vu le problème nord-irlandais? Je crois que dans le cabinet de Mme von der Leyen, il y a quelqu'un qui s'appelle Stéphanie Rizzo, qui, me semble-t-il, a été associé à l'accord avec les Britanniques. Donc, qui aurait dû tirer la sonnette d'alarme. Donc, je voudrais vraiment avoir une ligne du temps pour que je comprenne ce qui s'est passé, parce que je n'arrive pas à comprendre comment une erreur aussi grossière, politiquement grossière, a pu être commise. Voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup, Jean. En ce qui concerne ta première question sur le haut représentant a-t-il été associé, nous avons déjà répondu à cette question tout à l'heure de manière générale. Soyons clairs, nous avons un collège qui fonctionne donc de manière collégiale, basée sur le travail de service. Et comme tu le sais, nous n'avons pas l'habitude, et nous ne le ferons pas dans ce cas non plus, de détailler quels fonctionnaires de la Commission et quels cabinets sont associés en avant, si ce n'est évidemment pour dire qu'il y a un cabinet qui est chef de file, en l'occurrence c'était le cabinet du vice-président exécutif, M. Dombrovskis, étant donné qu'il est en charge du commerce et que ce règlement est du ressort de M. Dombrovskis et de son cabinet, et bien entendu des services qui dépendent de lui sur ces questions. De manière plus générale, sur la manière dont cette décision a été prise, je crois qu'il faut faire un pas en arrière. Et dans les faits, la Commission européenne se trouve depuis mars de l'année dernière dans une situation de gestion d'une crise sans précédent, je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus, qui a exigé que nous adaptions nos méthodes de travail. Et cela a impliqué notamment le fait que l'Union européenne a utilisé de manière, et continue d'utiliser de manière très régulière, des procédures d'urgence en ce qui concerne l'adoption de textes afin de faire face à des développements des développements liés à la pandémie auxquels il faut répondre. Et la procédure qui a été utilisée pour l'adoption de ce texte est une décision parmi quasiment 900 décisions qui ont été prises l'année dernière et depuis le début de l'année dans ce domaine et de cette manière. Et ça se passe de manière générale extrêmement bien. Dans ce cas-ci, ce qui est clair, c'est que entre la décision de principe qui a été prise le vendredi en milieu d'après-midi et la décision finale qui a été prise vendredi très tard dans la soirée, nous avons eu l'occasion de tenir compte de la situation qui pouvait être créée par le déclenchement de la clause de sauvegarde. Et nous avons eu des discussions, notamment avec le Premier ministre irlandais. La présidente de la Commission, comme tu le sais, a discuté avec le Taoiseach sur ces questions. Et dans le cadre de ces contacts politiques, il a été décidé
que bien entendu, il fallait que nous trouvions un autre moyen d'arriver à notre objectif. Et donc, nous avons retiré cet article 16 pour arriver au même objectif par d'autres moyens. Donc, au bout du compte, la décision finale qui a été prise par la Commission, et ça, j'insiste lourdement dessus, est une décision qui n'incluait pas le déclenchement du mécanisme de sauvegarde, de la clause de sauvegarde, le fameux article 16 dont tu parlais. En ce qui concerne ta remarque générale, j'apprécie beaucoup ton commentaire, mais souviens-toi, Jean, tu as été extrêmement virulent sur Twitter au début de la crise. Tu nous as reproché toi-même d'avoir maintenu la salle de presse ouverte. Je m'en souviens très très bien. Nous essayions justement de faire en sorte que la salle de presse puisse rester ouverte le plus longtemps possible. Nous avons, étant donné l'évolution de la pandémie, été contraints de la fermer. Cela dit, nous avons très rapidement après mis en place un système interactif. Je suis très heureux de voir que tu l'utilises. Laisse-moi te dire que c'est un système qui fonctionne depuis maintenant plus de 9 mois et dans lequel les journalistes ont l'opportunité non seulement de poser des questions, mais aussi des questions de suivi. Et tu as pu voir avant ta question que d'autres ont déjà eu l'occasion de poser des questions de suivi. Donc très sincèrement, ça nous permet d'avoir un dialogue avec les journalistes qui permet un suivi, qui permet une interaction tout à fait approfondie. Et la preuve, c'est que je passe souvent ici avec mes collègues bien plus d'1 heure en salle de presse. La dernière chose, c'est que la salle de presse, c'est un mécanisme pour dialoguer avec nous parmi beaucoup d'autres. Nous sommes tous en contact avec vous tous les jours par différents moyens, que ce soit par email pour répondre à vos questions, au téléphone, pour dialoguer avec vous en on, en off, en background, ou vous pouvez toujours demander à venir nous voir au Berlaymont. J'ai régulièrement certains de tes confrères qui viennent me voir ou certains de mes collègues pour discuter d'un sujet. Donc je pense que, étant donné les circonstances, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour justement permettre l'exercice de cette liberté de la presse qui nous est si chère et pas seulement à toi. Je passe maintenant la parole à Naomi, qui était la seconde à avoir levé la main sur cette question. Naomi, you have the floor. Thanks very much, Eric. My information is that when the vaccine regulation left the Office of DG Trade, it did not have a reference to Article 16 in it. It then went into the cabinet of the President, von der Leyen, and then it came out again with Article 16 in it. So the buck stops with the President, does it not? When such a regulation is drafted, there is a process which is followed, which implies obviously that the lead DG prepares a text. This text is then discussed with a certain number of other services and relevant cabinets. Let me remind you that the issue of export transparency and later export authorization is something that we have been discussing all of last week, both here in the press room and within the Commission. We had a discussion, the President had a discussion on COVID with the relevant commissioners, you will remember, in one of her morning sessions of the COVID response group. There was then the meeting of the college, which touched upon the COVID situation, and there were further contacts throughout the week. So the text, of course, left the lead DG and the lead cabinet. It was then discussed, of course, with other cabinets. So then this led to a urgent decision procedure on Friday early afternoon. The decision in principle was presented to you here in the press room, but we then used the time that was available between the decision in principle and the final decision to modify the text and find another way of securing our objective, which is to ensure that there is a transparency on the destination of vaccines produced in the EU.
Naomi, you have a follow-up. Yeah, on Friday, I asked how did Northern Ireland fit into this vaccine export plan? I mean, I spotted this without much information about it. Why didn't your experts? Why didn't your experts what? Spot it. Sorry. Well, congratulations to you for having asked a good question to us. I believe it was asked in the context of the technical briefing. Look, the fact is that the final decision that was taken by the college did not include this provision. Now, it is not the first time that a college decision evolves significantly between the time it is drafted to the time it is adopted. And these are things which happen when you are working at full speed to deal with a developing situation. The important thing is that there was a recognition at political level that there would be an issue if this clause remained in the regulation in its final form, and therefore that it was taken out. As to the question, why was it not spotted? Look, I come from a historically Catholic country, and in my country we have a saying, seul le pape est infaillible, you know. Mistakes can happen along the way. The important thing is that you recognize them early on, in this case, so early that it was before the decision was finalized, and that you correct them. Je passe la parole à Laurence. Lawrence, you have the floor. Lawrence, we can hear you, I think. Can't see you, but go ahead. No. We'll try to come back to you. Michaela. Ouais, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour, Michaela. Bonjour. Écoute, moi j'ai une question relative au vaccin, mais surtout sur la communication. Et en fait, depuis 2 jours, on se pose tous la même question. Faut-il parler allemand dorénavant dans cette salle de presse ou être des médias allemands, que je salue en passant, ils sont très sympathiques, pour avoir accès à Madame von der Leyen? Parce qu'on voit qu'à chaque fois que les choses se corsent, Madame von der Leyen va vite vers la presse allemande, jamais vers la presse française, néerlandaise, belge, espagnole et j'en passe. Est-ce que ce ne serait pas plus simple, surtout par les temps qui courent, que vous lui rédigez quelques lignes qu'elle pourrait signer et que vous publierez dans 7, 8, 9 journaux européens? Quand même, elle est la présidente de la Commission européenne, elle n'est pas la présidente d'une commission allemande. Enfin, à moins que je me trompe. Merci. Merci, Michaela. Tu ne te trompes pas, la présidente est effectivement la présidente de la Commission européenne et elle a très à cœur de dialoguer avec l'ensemble des médias européens. Et je trouve ces commentaires un petit peu étroits en ce sens qu'ils perdent de vue l'ensemble des activités médiatiques de la présidente que vous ne suivez généralement pas, tout simplement parce qu'ils se déroulent dans un pays particulier qui n'est pas nécessairement sur votre radar. Mais prenons juste les activités médiatiques de la présidente depuis le début de l'année. La première semaine après son retour, elle était ici même en salle de presse pour donner une conférence de presse sur justement la stratégie des vaccins. La semaine d'après, avant son déplacement à Lisbonne, la présidente a donné une interview groupée à l'ensemble des correspondants portugais présents ici à Bruxelles, justement pour préparer son voyage à Lisbonne et expliquer quelle était la coopération qu'il y allait avoir entre la Commission européenne et la présidence portugaise. À Lisbonne, elle a donné une conférence de presse avec le Premier ministre portugais qui, grâce à l'excellent travail d'ailleurs de la présidence portugaise, était aussi ouverte aux correspondants de la presse internationale accréditée à Bruxelles. Et donc vous avez pu poser vos questions tant au Premier ministre portugais qu'à la présidente. La semaine d'après, suite à la visioconférence des chefs d'État et de gouvernement organisée par le président du Conseil européen, elle était de nouveau en salle de presse, cette fois-ci au Conseil européen, pour dialoguer avec la presse. Enfin, pour rappel, rien qu'un seul exemple sur le mécanisme SURE, elle a donné quasiment 20 interviews différentes aux médias audiovisuels de pays
qui avait fait une demande pour recevoir des fonds de SURE et qui les avait obtenus pour discuter justement de cela. Et n'en doute pas une seule seconde, Michaela, tu auras certainement très rapidement l'occasion d'entendre la présidente s'exprimer dans d'autres médias encore, qu'ils soient germanophones ou autres. Je passe la parole à Pierre. Pierre, à toi. Pardon, avant de te passer la parole, Pierre, j'oublie encore autre chose. Le jour de l'inauguration du président Biden, la présidente a donné 3 séries d'interviews télévisées à des télévisions anglophones, à des télévisions francophones et à des télévisions germanophones. Voilà, comme ça, vous pouvez un peu compléter votre liste, qui me semble un peu maigre, des interventions de la présidente dans les médias européens et internationaux. Pierre, à toi. Pierre, nous ne t'entendons pas, malheureusement. Pour un homme de radio, avoir le micro coupé, c'est quand même un problème. Essaye de régler cela. Voilà. On n'entend rien? Si, c'est bon. À toi. Ah bon, voilà. Oui, ma question est factuelle. Est-ce qu'on a un bilan maintenant des augmentations de livraison qui étaient prévues par Pfizer pour le retour aux doses initialement prévues pour la semaine dernière? Une question pour Stéphane, pardon. Merci beaucoup. Je passe la parole à Stéphane, effectivement. Merci beaucoup, Pierre. En effet, nous avons quelques chiffres concernant la livraison des doses qui ont été faites par Pfizer. La semaine passée, donc la semaine qui vient de s'écouler, 4 millions de doses ont été livrées, dont plus ou moins 3,5 millions de doses par BioNTech Pfizer et plus ou moins 500 000 doses par Moderna. C'est la livraison de ces doses correspond à ce qui était prévu pour cette semaine-là. Donc, comme on avait annoncé il y a un peu de temps, nous avions dit que la semaine qui vient de s'écouler, il y aurait 100% de livraison. Ça a en effet eu lieu. La société, en plus, s'est engagée à faire en sorte que, à partir du 15 février, toutes les livraisons seront faites et donc on aura aussi livré. Vous m'entendez? Continue, oui, absolument. Continue. Ah, pardon, excusez-moi. Donc, à partir du 15 février, normalement, tout ce qui aurait dû être livré toutes les semaines avant seront livrés. Voilà, merci. Merci, Stéphane. James, you have the floor. Hello, hi, can you hear me? I seem to have been allowed on, which is good. As I am allowed on, Eric, and I don't really fully understand why I am, can we just ask for the midday briefing to be extended? Why don't you just get someone else to do your job if you have to go at 1? I mean, all of these delays are absolutely ridiculous. Now, should I ask my questions, or should we go back to whoever was speaking before? I don't understand why you think that I haven't passed the floor to you. I've passed the floor to you, James. Go ahead. Okay, good. Okay, it didn't come through. I'd like some more details on the call with Boris Johnson and Ursula von der Leyen, please. She said on German TV that the UK doesn't want exclusive rights. Britain, I don't think, ever said it did want exclusive rights to the vaccine manufactured in Britain. So please, some clarity on what exactly she was meant. Did Britain say that the EU can have a share of the vaccines before the agreement is fulfilled? Also, on the announcement of the 9 million jabs from AstraZeneca, do you have any information about where they will come from? Are they coming from Britain or from India, I think I've seen? It'd be great to know a little bit more about that. And just to say, really, I really think you should make sure that all these questions are answered. My final one is, would you say that last week was the worst week of Madame von der Leyen's presidency, or have there been worse? Thank you. Thank you, James. On the phone call between the President and the Prime Minister of the United Kingdom, Mr. Johnson, the phone call was indeed focused on the proposal
by, or the implementing regulation adopted by the Commission for transparency and authorization of export of vaccines. I think you got a readout from the UK Prime Minister on the points that he made. Referring to the point that you specifically raised on whether doses could be sent from the United Kingdom to Europe, you simply need to remember the context in which we were last week, where we had a debate as to whether plants that are situated in the United Kingdom and mentioned in a contract that we have with a pharmaceutical company are meant to provide doses to us or not. And we wanted to make sure that our understanding that there was nothing on the UK side which impeded the delivery of doses from UK plants to Europe, that this concern was not justified, and in fact it was possible for doses to come to Europe. And we were reassured by the statements of the Prime Minister, just as I think he was reassured by the statement by the President that, of course, our intention is not to block deliveries of vaccines to other countries that have valid contracts with producers, pharmaceutical companies that produce in Europe, and therefore that we are trying to ensure that everybody can get the doses that they have contracted, including the European Union. On the 9 million doses, quite frankly, that's a question that you should address to AstraZeneca. We here in the Commission want to make sure that we obtain the doses that we have agreed on with AstraZeneca in the context of the advanced purchasing agreement. The President welcomed yesterday this step forward, but it is not our business to know exactly which plants these doses come from. That is the business, and rightfully so, of the company. As to events last week, well, let me tell you that we believe that we are on the right track since the beginning of this pandemic in ensuring that there is as cohesive and as effective a European response as possible. That is what this Commission has been working on at full speed for now basically a year, since March of last year, when the pandemic really became an issue, a priority issue. And we have done this in parallel to delivering on the political priorities that the President had set for her college before the pandemic, and by the way as well, delivering on the agreement with the United Kingdom. So we're having an extremely productive. We have a very productive mandate since the beginning. There are always going to be issues along the way, and we accept that. The important thing is that we react, we correct, and then we try to improve the situation when it comes to delivery of vaccines for EU citizens. Jakob. Thanks, and I agree that we should be able to get answers on all our questions on vaccines. If we cannot ask them in person, we should at least make sure that you can answer these questions online. Yeah, thanks. I got the message. Right. You said that it's not the Commission's business to know where these vaccines come from, but that's exactly what these export restrictions, or as you've been calling it for an entire week, vaccine transparency mechanism is there for, right? The regulation says anything that AstraZeneca wants to export, it first needs to give you 3 months of information on its shipments. So it should be totally in the Commission's business to know where these vaccines come from. And I want to know if you know it, and if you know it, please give us this information. Then second question would be, following AstraZeneca's announcement that they will deliver these extra 9 million
vaccines, does the Commission still see a necessity for its export authorization scheme, or do you think you can now withdraw that? Or do you still need it? And could you give us, given that you call this a transparency mechanism, could you give us information on what exactly has been blocked or authorized, and any opinions the Commission has already given member states on whether they should block or authorize certain shipments? Thank you very much, Jakob. On the origin, apologies for insisting, but what we are interested in is making sure that we get the deliveries that we have contracted for. Our contracts foresee a certain number of plants that have been mentioned specifically by the companies as working to do so. But of course, companies also have certainly the possibility to obtain supplies of doses from their whole production network if they see fit. That is not something in which we want to intervene. We are in a market-led process. We have said this very clearly last week. I have reminded you of that here on the podium, and we are not going to change that. We believe that that is, in the short, medium, and long term, the best way of ensuring delivery of vaccines to European citizens. So again, happy for you to address your questions to the company concerned. But as far as we are concerned, that's our position. We have said, and we stick by this, that we want to know what are the doses that are being exported to third countries in this current context. And let me remind you that this is not a blocking regulation. It is indeed a regulation that is based on the idea of prior notification and then authorization, and then the exports take place. And let me remind you that we are not alone in the world to have a system in place in this time of pandemic on exports of sensitive materials or pharmaceuticals related to the fight against COVID-19. The President has made it abundantly clear that our objective is obviously to ensure that both Europeans and citizens of other countries in the world all get access to this vaccine. This is why, since the beginning, we have been working so hard on ensuring that COVAX is well-funded and operational. But we are walking on two legs. And one of those legs is ensuring that the contracts we have signed with the companies are fulfilled. And that, I think is perfectly justified. As to whether any shipments, what has happened to shipments since the decision has been taken, I cannot answer that question at this point in time. We will need to come back to you on that. We'll follow up with you. Martin. Yes, thank you very much. And as you say, since it still needs authorization to export doses from the EU, could I just ask, since Article 16 was not triggered, then how exactly are you going to ensure that doses don't go to the UK from Ireland in case a country or the Commission would like to block from doing so? Thank you, Martin. Good question, which I will pass to Miriam. And Jakob, I see that you had raised your hand for a follow-up. Sorry, I didn't see it. And we will come back to you after this question. Miriam. Yes, thank you. So the mechanisms foresees a system whereby we will have to get information from the companies 3 months in advance of how much they have been delivering before they can issue these export authorizations. So we will already have a good overview of where these doses are going. And then in the case of the new export authorizations, I mean of the new deliveries, all will be registered by the customs authorities of each member state.
Maybe, Eric, I can quickly answer to Jacob because he made a question earlier, and I can already provide some preliminary information. The regulation entered into force on Saturday, and then there are 2 working days for custom authorities to give an indication to the consignment whether it can be exported or not with its export authorization. As today is the first working day, of course, the regulation has still not been applied, so we don't have this information because no consignment has still been subject to this export authorization scheme. Thank you very much. Martin, you have a follow-up. But then let's say a member country, say Belgium, doesn't want doses to be exported into the UK, but they approve them being exported to Ireland. Can the doses then go to Northern Ireland? Thank you. I didn't get the question. If the doses go to the UK, can they go to Northern Ireland? No, they go to Northern Ireland, can they go to the UK? Ah, okay. I think this will have to be seen on a case-by-case basis. This is why we have the system in place. Once we have the information available on the export that will be submitted by the company, we will analyze whether it requires an export authorization or not. But we will see this on a case-by-case basis. Thank you very much. The key thing here is that not exports, but deliveries of doses that go to Northern Ireland are not subject to the export authorization mechanism that has been put in place by the Commission. What then happens between Northern Ireland and the UK when it comes to exchange of, sorry, not the UK, but Great Britain, since Northern Ireland is, of course, part of the United Kingdom. So between Northern Ireland and Great Britain, that is dealt with by the normal arrangements that have been put in place in the context of the withdrawal agreement and the partnership agreement with the United Kingdom. Jacob, I come back to you for your follow-up. Apologies. Thanks. Miriam, quick follow-up just to make sure that I understood you correctly. When you said this authorization has not yet been triggered, does this mean that there haven't been any exports yet over the weekend? And if there are any today, could you please update us on that? And then Eric, just my second question was also really just factual, whether the Commission believes this regulation should remain in force for Q1, because we have all heard on background and we have heard that part of the necessity for this regulation was because of the fight with AstraZeneca. Since AstraZeneca has said it will deliver these 9 million doses, does the Commission believe that that regulation is still necessary, or is it now satisfied with the result? Or will it also apply this regulation to, for example, shipments of Pfizer vaccines? Thanks. I'll take your second question, Jacob. This regulation is, first of all, the answer is yes. We believe that maintaining this regulation is appropriate. I think it runs until the end of March, if I remember well, and it will. Our intention is to use it during that time period that has been set. I don't know what you've heard on background. It's not for me to comment here, but what I can say is that this is not directed at any individual company. Let me make that extremely clear. But we have had signals that the market, we have had signals that the market was moving and that we would be well advised to get full transparency of where doses were being shipped of the vaccine generally. And this is what led to this decision. I'm well aware of the fact that last week, one specific company, AstraZeneca, was in the focus of your questions here in the press room. We have made very clear that we have been in intensive contacts with AstraZeneca. The President welcomed the step forward yesterday in this respect. But we want to make sure that we can deliver vaccines from all the suppliers with whom we have signed an agreement
to Europeans. On the first question. Yes, I was trying to explain, Jacob, that the regulation entered into force on Saturday. Member states have 2 working days to process the application, so they have started their work today, so we don't have this information yet. Then after they process their applications, they inform the Commission, or they inform the Commission in parallel, and then the Commission still has 1 working day. And that's why I think it's now too early to give an overview. But of course, we will ensure that we will publish regularly information of the authorizations that have been granted or rejected. Thank you. So now we move to Eric Bonse. Organisation. Comme vous savez sûrement, l'OMS a vivement condamné le contrôle d'exportation introduit vendredi. Et on dit à Genève que c'est un très mauvais signe, que ça pourrait nourrir le nationalisme de santé, etc., etc. Et il y avait aussi un statement, si j'ai bien compris, des lobbies ou des organisations, des fabricants pharmaceutiques internationaux. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Est-ce que vous êtes en rupture avec le OMS, le World Health Organization? Merci. Merci beaucoup. Nous coopérons de manière très étroite avec l'OMS, et ce depuis le début de la pandémie. Et s'il y a bien une institution qui a soutenu le travail de l'OMS et qui collabore avec elle, notamment en ce qui concerne la réponse internationale à la pandémie, c'est bien la Commission européenne. Nous avons bien entendu pris note de ces commentaires et de ces analyses, comme nous le faisons de manière générale. Et je voudrais simplement rappeler ici que, encore une fois, la présidente a dit très clairement qu'il ne s'agissait absolument pas de bloquer des livraisons légitimes de vaccins à des pays qui auraient ou qui ont des contrats avec des producteurs européens de vaccins, mais simplement de s'assurer que nous savons ce qui est en train de se passer et que ces entreprises remplissent aussi leurs obligations contractuelles par rapport à l'Union européenne et aux États membres, afin que les citoyens européens, que les plans de vaccination des États membres puissent être mis en œuvre. Donc voilà, je crois qu'encore une fois, c'est une approche transparente et équilibrée et qui va contribuer à ce que la vaccination puisse avancer tant en Europe qu'ailleurs. Derek. Oui, bonjour. Bonjour, merci. Moi, je voudrais des explications un peu plus poussées sur Pfizer. Quand Pfizer dit que vous aurez 75 millions de doses en plus au deuxième trimestre, est-ce qu'il faut comprendre que c'est des doses qu'on attendait pour les 3e et 4e trimestres et qu'elles arriveront finalement au 2e trimestre? Est-ce que c'est bien ça qu'il faut comprendre? Et une fois qu'on a dit ça, combien est-ce qu'on aura de doses Pfizer d'ici à fin juin? Combien? Un chiffre, tout simplement un chiffre qui inclurait ces 75 millions. Et deuxième question qui est liée, la présidente von der Leyen a souligné auprès de la ZDF qu'en dépit des quelques bonnes nouvelles, ça resterait dur pour février et mars. Est-ce que dans ce contexte-là, l'Europe envisage de se tourner ou se replier vers les vaccins, vers des commandes de vaccins russes et chinois, comme certains commencent à l'évoquer? Merci. Merci. Je passe la parole à Stéphane. Merci beaucoup, Derek. Quelques chiffres, en effet. Donc, à la fin du mois de septembre, non, d'abord, ce que je dois quand même souligner, c'est que les plans, les schémas de livraison tels qu'ils sont prévus dans les contrats sont des informations que nous ne pouvons pas donner, qui sont couvertes par des clauses de confidentialité. Donc ça, on ne peut pas faire. Ce que je peux par contre donner comme information, c'est que à la fin du mois de septembre, nous aurons eu des livraisons de plus de 500 millions de doses venant de BioNTech, Pfizer et de Moderna. Donc, plus de 500 millions de doses. Si nous incluons Johnson & Johnson, ce chiffre s'élèverait à 600 millions. Comme annoncé hier, AstraZeneca a annoncé livrer 40 millions de doses. Donc, 9 millions de doses. Continue. Y a-t-il un problème?
Le problème, c'est plutôt moi qui t'interromps. Excuse-moi. Ah, ok. Donc, AstraZeneca livrerait, selon ses dernières annonces, 40 millions de doses, donc 9 millions de doses additionnelles comparées à ce qui a été offert la semaine dernière. Ce qui est aussi important en ce qui concerne Pfizer, ce que j'ai annoncé il y a quelques minutes ou souligné il y a quelques minutes, c'est qu'à partir de mi-février, à partir du 15 février, Pfizer va normaliser, je dirais, ses livraisons dans le sens où, à partir de ce moment-là, tous les délais que la société avait encourus seront normalement couverts. Donc, à partir du 15 février, la livraison de 75 millions, ou pardon, 75 millions de doses annoncées est due au développement des capacités de production et auront aussi lieu plus tôt. Et donc, ce qui démontre que nous allons dans une bonne direction en ce qui concerne la livraison des doses. Sur ta question concernant les vaccins russes et hongrois, tu sais que nous avons établi dans notre stratégie de vaccins tous les critères de sélection que des sociétés doivent remplir pour pouvoir entrer, je dirais, dans notre portefeuille de vaccination. Ces critères concernent par exemple les budgets nécessaires, mais aussi le fait que les sociétés doivent avoir une capacité de production dans l'Union européenne pour justement permettre des livraisons plus rapides aux citoyens européens. Les sociétés qui pensent pouvoir respecter ce genre de critères peuvent évidemment toujours prendre contact avec les commissions et vice-versa pour voir ce qui est possible. En ce qui concerne le vaccin russe, vous savez qu'il y a des contacts entre le développeur, le laboratoire de ce vaccin et l'Agence européenne des médicaments. Merci beaucoup. Mais oui, non, j'allais ajouter, donc il n'y a pas à ce stade-ci, à ma connaissance, une demande de mise d'autorisation sur le marché pour ce vaccin. Merci. Merci. Je passe la parole à David. Oui, merci Eric. Tout d'abord, je voulais dire une chose sur la conférence de presse du début du mois de janvier de Madame von der Leyen, la présidente de la Commission. Je te rappelle le contexte de cette conférence de presse. Il y avait une polémique en Allemagne sur le manque de doses et la présidente a fait une annonce d'un nouveau contrat avec Pfizer de 300 millions et ça, c'était le but de la conférence de presse. Le jour d'avant, elle avait parlé aux médias allemands des faits du 6 janvier en Amérique, aux États-Unis. Donc voilà, on a vraiment l'impression que Madame la Présidente parle aux Allemands. Et ma question est, est-ce que la Commission suit surtout les directives de l'Allemagne dans cette politique ? Parce que la semaine passée, au début, c'était un mécanisme de transparence. Après, c'est devenu un mécanisme sur pression du gouvernement allemand, un mécanisme de autorisation des exportations. Et on s'est retrouvé vendredi avec tout ce que tu sais très bien. Donc voilà, quel a été le rôle de l'Allemagne dans le procès de décision de la Commission, et en particulier du cabinet de Madame la Présidente. Deuxième question, si je peux, par rapport à AstraZeneca, combien de doses vont pouvoir livrer au deuxième trimestre si les chiffres qu'on avait sont corrects, les chiffres passés, donc si on va récupérer tout au deuxième trimestre ou pas, et est-ce que les 40 millions, c'est bon pour clôturer l'affaire AstraZeneca. Merci. Permets-moi de commencer par la deuxième question. Il n'y a pas d'affaire AstraZeneca. Il y a une relation contractuelle entre la Commission européenne et toute une série de producteurs de vaccins en Europe, dans lesquels la Commission européenne a investi au nom de l'Union européenne 2,7 milliards d'euros. Il me semble donc parfaitement légitime que la Commission insiste et réinsiste
pour obtenir les livraisons de la part des producteurs avec lesquels elle a signé un contrat. En bonne entente, en dialogue et en cherchant des solutions. Et c'est pour ça qu'hier, la présidente a dit first step, step forward on vaccines, parce que l'annonce qui a été faite par AstraZeneca va dans le bon sens, comme d'autres annonces qui ont pu être faites. Et nous allons continuer, bien entendu, avec l'ensemble des producteurs de vaccins pour nous assurer que nous puissions maximiser les livraisons de vaccins en Europe, minimiser les interruptions ou les retards qui pourraient avoir lieu pour des raisons multiples. Nous savons bien, et nous l'avons toujours dit, qu'il y a bien entendu, nous travaillons sur un processus qui est compliqué, complexe, y compris d'un point de vue strictement industriel, et nous dialoguons avec les entreprises. Voilà, c'est tout. En ce qui concerne le calendrier plus précis et le deuxième trimestre, je ne sais pas si on pourra te fournir plus d'informations ici. Je passe la parole à Stéphane. Là-dessus, David, je ne pense pas que je peux donner plus d'informations. Comme tu sais, les livraisons planifiées pour les trimestres à venir sont établies dans le cadre des contrats conclus avec les sociétés, et ces informations peuvent seulement être partagées avec l'accord des sociétés. Donc, on ne peut pas aller dans le détail de ces livraisons-là. Évidemment, nous suivons les livraisons telles qu'elles ont lieu. C'est pourquoi j'ai annoncé il y a quelques instants que la semaine dernière, nous avons eu 4 millions de livraisons, y inclut de BioNTech, Pfizer et Moderna, et les objectifs à plus long terme. Merci. Merci. Quant à ta question sur le rôle d'un État membre particulier, je voudrais simplement te rappeler que, bien entendu, la Commission, d'une part, travaille de manière indépendante en ce qui concerne les propositions qu'elle formule, mais de l'autre, bien entendu, qu'elle travaille en bonne entente avec l'ensemble des États membres afin, notamment dans ce cas-ci, de juguler une pandémie qui nous affecte tous. Et dans ce contexte, la présidente est en contact régulier, pas simplement avec les représentants du pays qu'elle connaît le mieux, mais avec beaucoup d'autres pays de l'Union européenne en fonction des circonstances, et bien entendu, en tout premier lieu, avec la présidence portugaise. Maintenant, des propositions qui sont faites, elles ne sortent pas de la cuisse de Jupiter. Je le dis à un Italien qui connaît bien certainement sa mythologie, et bien mieux que moi d'ailleurs, sa mythologie latine. Elle s'évolue, une idée est développée, ça a duré une semaine le processus pour développer cette idée, c'est allé pourtant très vite, et au fur et à mesure que le projet prend forme, bien entendu, des dimensions de ce projet peuvent évoluer. Voilà, nous allons prendre encore quelques questions. Je suis désolé, mais je clôturerai à 1h30. Dan. Thank you very much. Two questions. One about AstraZeneca and the additional 9 million, the new total of 40 million. Does the Commission consider that done now, or are you still pressing AstraZeneca to try to increase what they can deliver in the first quarter towards their original targets? Second, following up on the numbers that Stefan gave, I noticed that there was nothing about AstraZeneca in the second quarter. So is it possible, what the total would be in the second, to know what the second quarter total would be? And also, Stefan gave numbers between now and the end of September. Is it possible to break that down at all between the first quarter and second quarter? Understanding I don't need names of providers, just total doses. Thank you. Thank you, Dan. On your first question, I believe I answered it in the previous question. The President
tweeted a step forward. She did not say we have received all the doses that we have contracted for, or do we have a commitment for that up until the end of Q1. It's a step forward. Of course, the dialogue continues with all the companies, including the one you mentioned, in order to ensure the timely delivery of doses. On your other questions, I pass the floor to Stéphane. Hi. I don't think there's a lot I can add to what I have said before. As I said, the different deliveries that happen per company in the different quarters are indeed covered by the contract. This is information that companies only can share with us. Maybe what I could still share, which is I think an important number, is that as of today, on the 1st of February, a total number of 18.5 million doses of vaccines have been delivered, 17.6 million from BioNTech Pfizer, and 854,000 from Moderna. Thank you. Thank you. Tommaso. Yes, hi Eric. My question is not on vaccines. Shall I ask it now, or do you want to close the chapter before? I'm afraid that if I close the chapter on vaccines, I won't make it alive out of the Berlaymont. So I'll ask you please to hold your fire, and probably I have to say, Tommaso, to ask your question bilaterally. Nathalie. Thank you, Eric. Can I ask on the Article 16 issue, did Michel Barnier's team have sight of the draft text on Friday, the original text? As I've said already before, I'm not going to comment on which services were involved and which services were not involved. You can rest assured that the services which should have had a say on this proposal, of course, were involved, and that ultimately the decision went through the whole decision-making process as is foreseen. Samuel. Juste un petit follow-up à la question de Dan. Est-ce que vous avez reçu les conclusions de l'enquête belge dans l'usine de Senef, et quelles sont-elles, et est-ce qu'elles sont de nature à laisser penser que les délais dans les livraisons sont bien liés à des soucis dans la production? Stéphane. Merci beaucoup. L'inspection de cette usine a été organisée par les autorités belges, et donc tu devras t'adresser aux autorités belges. À la Commission, nous n'avons pas de commentaires à donner sur des inspections qui tombent sous l'autorité des États membres. Merci. Lawrence, we try again. We hear nice voices in the background. We hope to hear an even nicer one. Ask your question, Lawrence. No luck today, but please feel free to contact us bilaterally. Susanna. Thank you. Still a follow-up question on the 9 million doses from AstraZeneca. Because in the tweet, Commissioner was also, President von der Leyen was also mentioning that the company will also expand its manufacturing capacity in Europe. So actually, this means that you still you are still waiting for the entire doses. I mean, at least 100 million, because I suppose that if you look at what you're expecting and this only 40 million, this is not enough, or is less than half of it. And I also like to understand a little bit more. I know that you cannot share the figures, but if you don't share the figures, how do we know and how can we be sure that the 70 million additional doses for Pfizer is a new figure? Because for me, and to me, in my opinion, it seems that we are talking about the same figures you were talking a few weeks ago. Thank you. Thank you. I think I've been abundantly clear on your first question, Susanna. The President tweeted yesterday, it's a step forward. It's an improvement on the previous figure that had been communicated to us by AstraZeneca,
but it is definitely not the amount which we expect to receive up until the end of the first quarter. So, of course, discussions will continue. On your second question, I pass the floor to Stéphane. Thank you very much. On the 75 million doses, which has been announced by the company, which has also been confirmed by the Commission President, we're talking here indeed about an acceleration of deliveries of doses, which is the result of improved production capacities. And this is, I think, the main message here, which was passed by the company in the press statement they have made, and also the, and also the tweet of the president. Thank you. Yes, and Suzanne, just to come back very briefly on your first point, yeah, of course we welcome we welcome the expansion of production capacities, and we encourage it. We have said this here many times, the president as well, and we encourage the pharmaceutical industry and all the actors who have production capacities to cooperate as much as possible in order to scale up and speed up the production of vaccines in Europe. I will take one last question, and it goes to Griselda. Griselda, tienes la palabra. It does not seem to be working. Ça ne marche pas, Griselda. Je suis désolé. Alors, nous allons passer pour la dernière question à Jorge. Can you hear me? Yes, go ahead, Jorge. Yes, go ahead. Okay. So, sorry, I have to go back to the export mechanism. Just to be clear, because the safeguard clause was not included in the draft text that left DigiTrade, and also it was not included in the version adopted by the college. So my question is, and it was added after by the cabinet of von der Leyen. So my question, if it's even legal to have such a clause added after the text was adopted by the college, and if there is any precedent about that. Sorry, Jorge, you're simply wrong. The decision, the adoption in principle of the decision included the article, and it's the final decision which excluded it. I don't know where you got that information from, but it's absolutely not the case. I can reassure you, and of course the Commission acts legally when it is adopting Commission decisions. Okay, thank you very much. I have to end the midday briefing here. Thank you for your participation, and see you tomorrow.